J'ai oublié de mentionner tout à l'heure, pour chacune des tables, il fallait identifier un porte-parole. Ah, tu l'avais dit? Bon, mais Joanne, Elena m'arrête pas ce qui est passé. Donc, chaque porte-parole peut être apporter le guide du participant pour se rappeler qu'est-ce qu'elle a identifié. Chaque porte-parole peut être invité au micro pour partager les réponses qui ont été choisies lors de l'atelier. Après avoir passé à travers les porte-paroles, tous et chacun qui a des questions ou des commentaires, vous pouvez venir les poser au micro. Sachez que c'est enregistré et chaque commentaire va être écrit. Donc, l'objectif, c'est de faire une rétroaction aussi, puisque le projet de règlement se veut comme un ébauche. Donc, un ébauche, c'est modifiable. Donc, on veut vraiment avoir votre apport en termes de commentaires pour pouvoir y apporter des modifications. Puis, on va faire le retour avec vous lors de la consultation publique sur l'atelier, à savoir qu'est-ce qui a été retenu, qu'est-ce qui n'a pas été retenu et les raisons pourquoi. Donc, c'est super important, vos commentaires et vos questions. Donc, je n'oublie pas. Mais on va commencer avec chacun des représentants, puis Joanne, qui je ne sais pas où, va noter le nom. Joanne. Joanne, ah oui. Donc, je vous invite les représentants à aller peut-être en file derrière le micro. Soyez pas gênés. Juste d'écrire les on regarde la représentant. Là, moi c'est. Bonjour. Yves Power. J'imagine que vous voulez les 5 critères en premier qu'on avait choisis. On avait choisi pour la première place critère Juliette, impact néfaste sur le milieu naturel. En deuxième, critère India, gestion des eaux. En trois, le critère alpha, préserver les caractéristiques naturelles. Et critère Foxtrot, architecture champêtre et villageoise. Et critère Oscar, végétaux arbres dans les espaces libres. Je ne sais pas vraiment comment l'expliquer celui-là. Pour les autres propositions de critères, j'ai compris que vous avez choisi juste permis. On avait écrit l'impact sur les infrastructures de transport. Et pour nous, qu'est-ce qui est très important, c'est de connaître le potentiel de nos systèmes. Quand on parle d'architecture, architecture villageoise ou de notre identité rurale, il faut, par exemple, identifier c'est quoi l'identité définir c'est quoi l'identité de Catherine, pour être capable de dire ça c'est vraiment contre notre identité, ou c'est quoi l'impact que ça va avoir sur notre brand, our brand identity, notre réputation ou j'espère que vous comprenez. Ouais. Et qu'il faut développer nos connaissances de ces systèmes-là avant de recommencer le développement, surtout pour les développements qui ont un potentiel néfaste sur ces systèmes-là. Alors, un petit développement d'une maison, un business, un petit business, mais qui est comme, OK, c'est clair que ça rencontre avec tout ce qui est autour de nous autres, c'est clair que ça ne va pas changer l'identité de Catherine. Et si c'est un développement qui va vraiment avoir un impact, j'aimerais avoir quelque chose qui fait qu'on met un bloc sur ces développements-là jusqu'à temps qu'on a une bonne définition de nos systèmes pour comprendre l'impact. Et si j'ai besoin de décrire Catherine en 3 mots, ce serait rural, tranquille et le fond. Et qu'est-ce que j'aimerais souligner, c'est qu'on a une personne qui était sur fond, comme les réserves fondées, la fonge.
il y a eu un commerçant qui était sur une table avec nous autres qui a beaucoup de touristes, un business de touristes, événements, un auberge, je me rappelle, Conference Center, I don't know how to describe her place. Les touristes qui viennent, les mots que les autres ils disent, c'est que c'est naturel, it's wild, it's rural, it's in nature. Alors, si ça c'est qu'est-ce que le monde qui vient, qui reconnaît en nous autres aussi, c'est aussi important de le reconnaître. Ça c'est qu'est-ce qu'on a comme réputation. C'est pour ça qu'ils ont choisi de venir passer un peu de tourisme ici. Donc, je pense que c'est quelque chose de garder en tête. Merci beaucoup. On va regarder mon feuille. Merci, monsieur. Bonjour, Marc. Bonjour, Marc Villeneuve. On va commencer par les premiers critères. Nous, notre groupe, on a trouvé que le critère K et L. On n'a pas arrivé à 5. On a arrivé les deux premiers des K et L. Puis, pour donner l'exemple, sans rien avoir le commerce Pitou-Minou sur la 307, c'est un parfait exemple qui semble municipal, qui n'a pas vraiment de zone tampon. Donc, c'est pour ça qu'on a trouvé de manière importante. Et on n'a pas d'autres critères qu'on a vus pour le moment parce qu'on vient de commencer à se pencher sur le dossier à recommander à prendre en considération. Et si on s'en va à la dernière page, les éléments qui décrivent le mieux qualité pour nous, c'est la nature, les arbres, entre autres, les sources d'eau, entre autres. Et le deuxième, le côté rural de la municipalité qu'on trouve très important. Finalement, un autre critère qu'on trouve très important, c'est l'accessibilité à l'eau potable. Il y a des places au Québec qui ont un problème, nous on n'a pas ce problème. Donc on est vraiment content. Je pense que peut-être qu'on aurait dû avoir peut-être une autre question sur cette dernière page-là, qui parlait de ce qu'on a moins de Franklin. Je pense que la forte taxation, pour le moment, est un embûche pour nous. Merci. Juste pour justement rebondir sur les propos de Marc, effectivement, le projet de Pitou-Minou a été réalisé avec l'ancien règlement de PIA et il n'y avait pas de critères, notamment à l'égard des zones tampons et la nuisance avec les usages résidentiels. Donc, c'est pourquoi que si vous avez feuilleté le cabinet de 15 critères, c'est un des critères qu'on avait choisi de vous présenter. Voilà. C'est juste pour faire un petit retour. Merci. Vous êtes prêts? Vous pouvez lever votre micro, votre ami avant d'être ici. C'est du wireless. OK, moi je suis porte-parole pour les trois qui sont ici. Notre premier, c'était le critère A, donc que les lotissements doivent être conçus de manière à protéger et mettre en valeur les caractéristiques naturelles du milieu, etc. Excellent, très important. Surtout que beaucoup de projets de lotissement, soit en développement ou dans le passé, préconise mettre une grosse maison en haut de la colline pour que la moitié de la municipalité puisse les admirer en bas. Donc, ça ne soit pas agréable. Mais ça doit être au pour le bassin de Après ça, le prochain critère, on n'était pas nécessairement un consensus qu'on adorait le critère F, mais on l'a mis là. Parce que ce qu'on pense, c'est qu'il c'est important d'encadrer les bâtisses commerciales. Donc, on se fait d'accord avec ça. Plusieurs critères qui faisaient d'une façon ou de l'autre. Donc, on n'était pas super vendu sur un plus que l'autre, mais plus sur le concept. On pense qu'il est excellent. Comme Mme O'Brien a montré quelques exemples dans sa présentation.
le critère K, une marge de recul importante avec les secteurs résidentiels pour avoir des bonnes zones de tampon. Je pense que c'est très important. Surtout, je pense que c'est très important pour les résidents qui habitent proche de la 307 ou d'autres grands axes routiers qui sont ciblés pour les implantations commerciales. On avait le critère J, favoriser le maintien maximal des caractéristiques naturelles du site, donc très similaire au critère A. Et le terme de rouge. Je pense que beaucoup de personnes vont dire que la nature est super importante. Et dernièrement, on avait le critère L. On a eu pas mal de débats un petit peu sur celui-là, mais si les règlements vont être plus permissifs pour des habitations ou comme des logements multigénérationnels ou avoir deux bâtisses sur un terrain, que ça devrait être extrêmement bien encadré. Donc ça c'est important pour la table. En termes de critères ou commentaires additionnels, juste un petit peu particulier qu'après une énorme mobilisation citoyenne qui ont rejeté de façon massive les mesures de massification, que la première étape choisie pour avoir l'avis du public, c'est d'évaluer des critères, si on veut, comme des angles sur les toits des bâtisses. Donc, la première étape aurait dû être un débat sur la vision qu'on veut pour aller de l'avant et qu'est-ce qu'on veut de notre municipalité. Je trouve l'exercice est quand même extrêmement pertinent et il y a beaucoup de bons enseignements évidemment, mais c'est peut-être pas la première chose qu'on devrait faire. Finalement, nos 3 mots. C'est difficile, mais on a choisi une nature accueillante. Voilà. Merci. Juste pour répondre, tout ce qui est à l'ajout de logements supplémentaires, comme exemple le achat de cachets, sont assujettis au PIA. Donc, ça doit être mention lors de la présentation parce que plusieurs éléments qui sont assujettis, mais les projets de règlement sont disponibles sur le site web de la municipalité le 11 mars, puis on peut voir les éléments avec les logements additionnels et détachés. Bonsoir, moi c'est Julien, j'ai travaillé avec Isabelle, Mme Gisèle, puis Olivier, que je pense que ça ressemble beaucoup à ce que M. le précédent mot a identifié. Critère A, on veut favoriser la conception de projets de lotissement de manière à préserver les caractéristiques naturelles et paysagères du secteur de Montréal. On a identifié ça. Tu fais ça, on parle de projet. Je suis assez proche, je vais on va parler plus fort à critère F, miser sur une architecture de qualité, d'inspiration chambrale et villageoise. Donc, c'est Mme Gilles qui mentionnait ça justement, le secteur Mont-Cascade, qui mentionnement va développer. On aimerait avoir une belle architecture dans ça, quelque chose d'uniforme, chambrale, qui rappelle le canal. Ensuite de ça, on a le critère I, composé avec les caractéristiques du milieu ainsi que leur valeur écologique, en appliquant les meilleures pratiques de développement durable, donc travailler avec l'environnement, les arbres, l'eau souterraine, etc. J, un peu dans le même sens, minimiser les impacts néfastes sur le milieu naturel, respecter la nature. Et finalement, K, assurer une cohabitation harmonieuse avec les secteurs résidentiels existants. Donc, l'image, le recul pour le boisé, l'intégration dans les secteurs, que ça soit harmonieux. Les propositions plus tard, on a discuté de la capacité d'eau souterraine, des installations septiques, d'avoir un développement qui va être durable à long terme, qui ne va pas impacter non plus les secteurs avoisinants. Puis s'assurer que ce qui est donné en PIA, donné dans les permis soit respecté. Ça, on a fait l'exemple de
Des fois, il y a des gens, des constructeurs qui, au lieu de mettre le revêtement extérieur, qui auraient dû être là comme le permis, vont passer du vélo ou des boisés plus. Fait que ça se peut qu'il y ait une bonne inspection après les projets aussi. Puis nous, on est un petit peu plus de mots, là, mais ça se ressemble quand même. Nature accueillante, qualité de vie. Puis l'autre, c'est peut-être plus, pas négatif, là, mais un élément à renforcer quand on décrirait quand il manque un cœur villageois. C'est bon? Plaisir. L'autre, il va où? C'est ici. C'est bon. Alors, Chantal Laroche, nouvellement arrivée à Calgary. J'ai travaillé avec Marie et Hassan pour essayer de prioriser les 5 critères. Bonne chance, parce que je ne pense pas qu'on pense ça. J'ai l'impression que les 15 critères vont ressortir à travers les équipes. Là. Donc, dans le désordre, moi, c'est pas nécessairement dans l'ordre prioritaire. On avait obtenu le critère B, qui était intégrer un réseau de transport actif efficient. Puis l'exemple que vous donniez, c'était des sentiers piétonniers qui manquent beaucoup à Calgary. Ensuite, il y avait le critère D, qui était basé sur l'architecture de qualité d'inspiration champêtre villageoise. Ça se retrouve, je pense, pas mal à faire les équipes, mais certains choisissaient le D ou le E ou le C, là, parce que ça touchait toujours l'architecture. Ensuite, on avait le H. Le H qui parle d'encadrer les axes de circulation structurants afin de créer une zone urbaine dynamique et adaptée aux centralités villageoises. Puis il y avait l'exemple des aires de stationnement en cours arrière. Ensuite, c'est le J qu'on a retenu. Ça, c'était minimiser les impacts néfastes sur le milieu naturel. Je pense que vos équipes l'ont mentionné. Puis, finalement, le 5e, c'était le N, qui est soutenir la vitalité et la qualité paysagère des pôles récréo-touristiques. On pense qu'au niveau récréo-touristique, il y a peut-être des choses intéressantes à faire à Calgary. Dans les critères qu'on aimerait suggérer, c'est une déformation professionnelle là, de ma part, c'est tout ce qui concerne l'environnement sonore. Vous avez donné des exemples en début de séance sur la pollution lumineuse. On l'a retenu aussi là, comme critère important. Mais la pollution sonore, malheureusement, on le voit plus fort dans les 15 critères. Alors, si vous permettez de le suggérer, je pense qu'il faut toujours prévoir, quand on développe des nouveaux pôles, que ce soit du résidentiel, du commercial, s'assurer qu'au niveau sonore, il n'y aura pas d'impact chez les voisins, surtout quand il y a une mixité commerciale et résidentielle. Alors, donc l'environnement sonore, très important, réduction aussi de la pollution lumineuse, puis développer, le troisième critère, c'était développer un réseau d'eau potable dans les zones à haute densité, si possible. On sait que ça pourrait coûter une fortune, mais s'il y a des projets de développement d'une zone résidentielle, par exemple, peut-être penser à un réseau d'aqueduc d'eau potable. Les 3 mots, en fait, qui ne sont pas juste des mots. Le premier, c'était le bien-être des résidents. Le deuxième, c'était la vaste étendue qui qualifie Calgary. Et le troisième, c'était la proximité avec la nature. Merci. Bonsoir, Jean-Baptiste Michon. Je me souviens plus de leur nom, désolé. Je pense que c'est une belle soirée à discuter de nos critères. Moi, je pense que vivre en Calgary, vivre en nature, vivre en nature vient avec le privilège de vivre en nature vient avec la responsabilité de la protéger. Donc, tous nos critères sont en lien avec la préservation de l'environnement naturel. Donc, en premier lieu, A, protéger les caractéristiques naturelles du milieu. Après ça, K, protéger les marges de recueil des camps végétales. J, minimiser le déboisement. Après ça, on avait O, la végétation, encourager la
régénération avec les végétaux et les arbres indigènes. Et on a mis aussi BRI pour promouvoir le transport actif. On n'a pas mis trop de critères architecturaux parce que si l'intimité, la validité est là, ben, ça permet plus de variance. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on a misé. Est-ce qu'on avait d'autres critères à proposer? Pas vraiment. Pour ce qui est décrire la ville de Quintley, ben là, il y a ce qu'elle est, ce qu'on aimerait qu'elle reste, mais tout l'aspect de la nature, de la paisibilité, de la protection de la biodiversité, pour moi, c'était ce qui était essentiel. Donc, c'était des points à passer. Je voulais passer aussi un point qu'on écoute la ville parler du programme de PIA depuis cet automne. C'est pas nécessairement, le PIA en soi est un bon document, un bon projet, il n'y a pas de problème avec ça. J'ai juste l'impression que la ville s'y fie trop dessus. À chaque fois, vous avez présenté ça comme un filet de sécurité, ce qui est approprié. À chaque fois qu'on a proposé des améliorations au niveau du règlement de zonage, du règlement de lotissement, on a souvent eu la réponse « Écoutez, pas le PIA va vous couvrir ». Le PIA, c'est un filet, mais ce n'est pas un remède à tout. Donc, autant qu'il soit bien, qu'il soit là, on ne peut pas s'y fier à 100%. Il y a toutes sortes de raisons politiques qui pourraient pousser les élus à ne pas prendre des décisions de bloquer des projets. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut se fier dessus. C'est utile, mais ça c'est limité. Donc, c'est un message que je vais passer à soir aussi. Merci. Avec plaisir. Regardez le détail, c'est juste ici. Vous avez, mais le reste, vous pouvez garder. OK. Justine Harris. Je donnerais ça bref parce que je ne suis pas habitué à parler en public. Mais les 5 critères qu'on aime sont la plupart, le L, J comme Joseph. Ça marche comme ça? Non, c'est J comme Joseph. A comme Albert et I comme Isaac. Et on aimerait aussi que les gros projets, surtout commerciaux, soient certifiés LEED et avec la protection de l'environnement. Et les 3 mots en arrière, c'est rural, paisible, sécurisant. Vous mettez le guide ici? Ouais. Je suis en fait. J'ai pas compris votre nom. Pardon? Your name? Richard. Richard? Preserve natural characteristics of the property. Keep it natural, don't overgrow it or overbuild it. Closer to the mic. Yeah. Or speak louder. Okay. Beat roads and cycling, especially cycling paths. H, urban centers and transportation. There's no urban center in Catholic. An area where people can go together to restaurants and stuff. There doesn't seem to be much of that. E is preserving the water. Rain barrels, reflecting systems, drainage, permeable soils, replenish the aquifer. And J, whatever, Joseph. Okay. Minimize the impact on the natural look. Keep it looking natural. Don't disturb the topography. Don't cut away stuff. Just leave it natural, up and down. And preserve the trees. Building, okay, a little section here on the side.
build small houses instead of huge things, right? Even wide and narrow distance, short distance, back and front. So you don't have a wall of houses, you have just little houses and want the green around. Forest, river, and wildlife. Thank you very much. Merci. Donc, on invite tous ceux et celles qui ont des questions ou commentaires qui souhaitent les partager au micro. Donc, on va répondre aux questions et puis on va prendre en compte les commentaires. Ne vous bousculez pas. Aujourd'hui, je veux dire, on a discuté un peu tantôt, mais c'est une question que je sais qu'il y a beaucoup d'autres citoyens qui ont les mêmes craintes que moi. J'ai parlé de système, et si on n'a pas défini nos systèmes, c'est quoi le potentiel de nos écoles, c'est quand que le centre médical, on va avoir une meilleure infrastructure de soins, santé, etc. Avant de développer, et on va avoir un grand problème bientôt. Alors, on voulait proposer un moratoire pour le grand développement avant, jusqu'à temps qu'on a mesuré le système. Définir c'est quoi nos aquifères le plus possible, savoir c'est quoi, c'est quand que les infrastructures d'autoroute vont être améliorées, ou le système de transport va être amélioré, et savoir c'est quoi une vision. Si on sait que le Canada a juste le potentiel de 200, 300 plus dans le corps, dans le noyau villageois, à la place de 800 ou 1000, ça change beaucoup de ce qu'on peut faire avec ces 200, 300 stations récentes. Alors, vous avez dit que c'est possible. Est-ce que vous pouvez élaborer c'est quoi qu'on a comme option avec PIA? C'est quoi que PIA peut nous aider? Et c'est quoi un moyen de mitiger les risques que j'ai parlé, qu'on pourrait proposer? C'est sûr qu'avec le PIA, c'est pas, moi je faisais un règlement de contrôle intérimaire pour le développement. Donc c'est un règlement qui est d'ordre discrétionnaire. C'est sûr que lui, le PIA, comment il peut agir comme filet de sécurité, c'est que, par exemple, oui, on n'a pas nos études aquifères sur l'échelle du territoire. L'étude aquifère, exemple, c'est un portrait qui est global. Cependant, quand, exemple, on a un projet qui est assujetti au PIA qui peut avoir un impact sur l'utilisation de l'eau, donc la gestion de l'eau durable, il y a des études qui vont être demandées d'être faites en fonction du projet projeté. Donc, oui, nous, on va avoir une étude à l'échelle du territoire éventuellement, mais c'est juste une vue d'ensemble. Donc, ça ne sera pas nécessairement précis. C'est vraiment à travers les études qu'on va demander qu'on va avoir un portrait exact de cette situation-là, précisément. Parce qu'évidemment, un projet donné va avoir une consommation donnée, mais il peut y avoir plein de facteurs différents qui vont, exemple, contribuer à la recharge de l'aquifère. Donc, il y a des solutions de mitigation qui peuvent être proposées, comme exemple le stockage de l'eau dans les bassins X, Y, Z. Donc, chaque projet va être analysé de façon indépendante selon les données présentes. Puis aussi, il y a aussi des exigences envers ces études-là qui prennent en considération tout ce qui est avoisinant. C'est exemple, il y a des problèmes d'eau dans les quartiers voisins. Donc, il n'y a pas juste le projet qui est considéré, mais son environnement immédiat quand même assez large. Et il va y avoir des recommandations qui vont être faites par les professionnels, à savoir est-ce que l'eau est durable, c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir déterminer les critères d'évaluation. Est-ce que le projet est une masse en fait pour la consommation de l'eau? Et puis, si c'est le cas, effectivement, ça ne sera pas nécessairement un projet accepté, puisqu'il ne répondra pas aux critères d'évaluation qui portent sur la gestion de l'eau. Merci. Merci.
Bonjour. Alors, je suis juste curieuse, là, j'ai suivi la question de la pollution sonore. Est-ce que parce que dans les 15 critères, il y avait des exemples, est-ce que dans l'élaboration du PIA, là, avec tous les critères, avec les chiffres de 3, 2, 1, est-ce que la pollution sonore a été considérée ou c'est complètement évacué des analyses de projet? La pollution sonore, c'est sûr que déjà là, on est dans quelque chose de très normatif, donc il y a des dispositions normatives dans le règlement de zonage comme des normes de mitigation sonore qui sont prévues avec des études acoustiques précis. Dans le règlement PIA, comment on pourrait s'assurer, exemple, de ne pas faire de nuisance sonore, ça serait avec les ondes tampons supplémentaires ou augmentées qu'on va exiger. Donc, ça ne sera pas nécessairement comme normé comme un règlement de zonage, mais on va venir bonifier la protection qui est déjà prévue au niveau du règlement de zonage en termes de protection sonore. Donc, non, ce n'est pas évacué, c'est quand même considéré pour tout ce qui est commercial ou autre usage à proximité de secteurs résidentiels. On va aussi demander des marges de recul plus exigeantes envers les projets commerciaux et les zones tampons. Il faut juste savoir que les zones tampons, justement, là, que ce soit des forêts, c'est souvent pas suffisant. Ça prendrait une très, très grande forêt pour vraiment protéger. Alors, il ne faut pas juste penser à des zones tampons. Il y a souvent ces émissions à la source qui est importante. Puis il faut peut-être que la responsabilité réside envers celui qui va produire le son. Et que ce ne soit pas les citoyens de la municipalité qui paient pour des correctifs qu'on doit apporter par la suite. Alors, je pense que c'est un Mais c'est super intéressant. Je vous invite à lire la section des zones tampons, des zones de modification sonore du règlement de zonage. Je pense que l'expertise pourrait être la bienvenue dans l'atelier concernant le règlement de zonage. Merci, merci. I don't know if this can address this. Can you put a limit on the size of the houses they build? Because people are building large houses, they live in it for a year, they put as much of luxuries they can into them, and then they sell them after a year. You don't have a resident, you just have a huge building that people keep on passing on. That would be like normative bylaw. So for the TIA, we don't put like size of the building limitation for the size. That will be more for the zoning bylaw. But your question will be good. But in the next week we have another workshop regarding the bylaw. So yes, it's existing, but we're going to see that next week. Can in the future, can Kathleen actually put a limit on the size? Because people are just building large homes to live in, right? Yes, so in the zoning bylaw, yes, they have maximum size. Yes, it's possible. So it's not the right bylaw today, and it's not the right workshop today. But next week we're going to see that. Thank you. Please come back and share that next week. Bonjour. Quelques petites questions. Quand j'avais lu le règlement de mémoire, je me rappelle que le règlement s'applique seulement s'il y a une nette l'eau au cul, donc s'il y a on va faire une division de lotissement, c'est-tu ça? Oui, ça s'applique en fait à 10 lots, donc une création de 10 lots ou une ouverture de lot. OK. Et est-ce qu'il y a des provisions dans le règlement qui arrêteraient un promoteur quand c'est toujours de demander 9 lots, attendre 6 mois, faire un autre 9 lots, et après ça un autre 9 lots pour contourner le pays? Est-ce que ça serait permis ou est-ce qu'il y a d'autres provisions quelque part qui arrêteraient ça? Exemple, si le promoteur veut faire 9 lots et qu'il soit, comme exemple, qu'il soit pas sujet au PIA, qu'il soit déjà en bordure de rues existantes. Donc, c'est sûr que ça serait quand même assez difficile de faire, mettons, une séquence de 9 lots sans jamais passer au PIA avec une rue existante. Donc, habituellement, les projets domiciliaires qu'on voit nécessitent la création de rues. Donc, dès qu'on crée une rue, c'est assujetti
assujettis au PIA, qui est 3 lots, 5 lots, ou 20 lots, ou 200 lots. Donc, dès qu'il y a une ouverture de rue, c'est automatiquement assujetti au PIA. Et si j'avais besoin d'ouvrir une allée d'accès, est-ce que je pourrais avec 9 lots, c'est possible? Non, donc, on ne peut pas, faut que chaque lot soit laissé en bordure d'un chemin public, sinon ça peut être un projet intégré, mais d'emblée, les projets intégrés sont assujettis au PIA. Donc, exemple, si on voudrait faire un projet intégré avec une allée d'accès privée, si on veut, donc on les appelle les allées véhiculaires, à ce moment-ci, ça serait assujetti au PIA, même si c'est juste un lieu. Merci. Quand on est au sujet des projets intégrés, aussi quelque chose dans l'agrément, ce qui doit être fourni dans la demande pour un projet intégré, c'est une description de la hiérarchie de l'année d'accès, il me semble, quelque chose comme ça, comme les différents niveaux, comme quelle année va dans l'autre année, c'est ça, comme les années collectrices. J'ai-tu bien compris quand j'ai lu le règlement? Oui, donc on demande quand même un niveau de détail assez élevé. Dans le règlement de sondage, on va avoir des dispositions comme minimales de construction, mais au-delà de ça, on veut savoir c'est quoi la fonction justement des allées véhiculaires pour comprendre comment s'organise le projet, puis aussi pour exiger des connexions piétonnes sur les allées qui sont principales. Donc, il va y avoir une hiérarchisation pour que ça soit un lieu qui est bien organisé en fonction de son réseau viaire privé, même si c'est privé. Donc, l'IHC, c'est pas pour l'année d'accès, mais tout ce qui est aux alentours de l'année d'accès, ou est-ce qu'une année d'accès peut se diviser en 2 années d'accès qui peut se diviser en 2 autres années d'accès? Mais ce n'est pas des allées d'accès, c'est des allées véhiculaires comme on utilise dans les projets intégrés, donc ça se veut un peu comme une rue privée. Ouais. Donc, ça va se traiter un peu comme une sorte de, comme exemple un projet de lotissement quand on ouvre une nouvelle rue, il va y avoir une hiérarchisation, est-ce que c'est une rue locale, collectrice, il va y avoir une analyse qui est faite, sauf qu'au niveau d'un projet intégré, c'est différent, c'est vraiment la desserte du projet en tant que tel. Mais il va y avoir quand même des allées véhiculaires qui sont principales, qui vont donner dans d'autres allées véhiculaires. Par exemple, ça peut arriver, donc ça ne veut pas dire que c'est ça, mais ça peut arriver. Puis il va y avoir une hiérarchisation parce qu'il y a des exigences qui sont différentes avec l'allée véhiculaire principale. Donc c'est pour créer des connexions de déplacement actif. C'est quoi la différence entre une allée d'accès principale et une rue privée? Une rue privée, on n'est pas dans un projet intégré du tout. Donc, dans une rue privée, c'est exemple une rue avec des lots, puis bon, l'entretien revient à chacun des propriétaires qui sont sur la rue privée. Mais dans le cas d'un projet intégré, c'est dans le fond une allée d'accès véhiculaire principale, c'est le corps du projet, dans le sens qu'il faut porter une attention particulière sur comment est aménagée cette rue-là. Donc, on est quand même très exigeant de savoir comment le projet en tant que tel est organisé et comment il est desservi au niveau véhiculaire. Donc, ça n'a pas vraiment d'impact nécessairement sur les citoyens qui bordent le projet, mais c'est plus à l'intérieur du projet même, à savoir que le projet spatialement puis en termes de transport actif est efficient. Est-ce que les projets intégrés sont permis en dehors du périmètre d'urbanisation? Les projets intégrés, il y a plusieurs types de projets intégrés. Donc, on en a des résidentiels, des mixtes, des commerciales et de villégiature. Les projets qui sont autorisés à l'extérieur du périmètre urbain, c'est seulement les projets de villégiature. Donc, aucun autre type de projet intégré qui est autorisé à l'extérieur. Donc, on ne pourrait pas faire un projet intégré résidentiel à l'extérieur du périmètre urbain. Est-ce qu'un projet intégré de villégiature peut avoir plusieurs paliers d'années d'accès, comme principal, collectrice, locale? Il peut y avoir dépendamment des caractéristiques. Là, on rentre dans le critère zonage, donc ça n'a pas vraiment en rapport avec le PIA. Est-ce que je t'invite à rentrer avec... Oui, mais dans le fond, ma question spécifiquement, c'est est-ce que vous ne pensez pas que autoriser des développements qui ont des allées d'accès principales, après ça collectrices et après ça locales, au contraire de l'esprit de ce que le gouvernement provincial demande de ne pas ouvrir des
L'objectif, c'est pas de faire des collectifs ou des locales, c'est vraiment avoir une hiérarchisation dans la décision du projet en tant que tel. Donc, il ne faut pas voir ça, il ne faut pas transposer ça à un développement urbain ou un investissement standard. Donc, c'est vraiment plus pour le niveau d'aménagement de la vie d'accès, de la vie véhiculaire. Donc, c'est pas en lien avec une ouverture de rue ou quoi que ce soit. Donc, c'est sûr que chaque projet intégré, il y a des barèmes qui sont prévues dans le règlement de zonage, comme le nombre de bâtiments, la superficie. Donc, tout va dépendre aussi de la grosseur du lot, donc on va varier selon le projet, mais c'est juste 30% d'emprise au sol sur un terrain. Donc, on s'entend que on est quand même assez limité en termes de projets intégrés. On ne pourrait pas faire 100% du lot ou 50% du lot, mais je vous invite à lire le règlement de zonage. Il y a quand même beaucoup d'éléments qui ne sont pas nécessairement traités pour le règlement de TIA. Le règlement de TIA, c'est vraiment pour bonifier les aspects qui sont prévus au niveau du zonage en termes d'aménagement. Là, on est plus dans l'aménagement. Exemple, est-ce qu'on ajoute un lien piéton? On n'est pas dans le but de faire du lotissement dans un projet intégré. Ok, merci. S'il n'y a pas de questions, je voulais tout simplement vous remercier pour votre soirée, votre participation. Puis, comme on l'a dit ce matin, tantôt, on peut se revoir mardi prochain, même heure, même poste ici, pour le règlement de zonage. Merci, bonne soirée à tous, merci de votre participation. On a passé la classe. Donc, c'est pas lui qui est plus comment on appelle ça, ouais.